C'est parti pour le compte de votre magazine avec les pros. Avec les pros, aujourd'hui, c'est une émission dont nous présentons avec beaucoup de tristesse dans nos cœurs. Vous le savez fort bien, pour ceux qui vivent en République démocratique du Congo, pourquoi pas, même ceux qui vivent à l'extérieur de la République démocratique du Congo, surtout à l'ère où nous sommes de la mondialisation du numérique, le drame qui s'est passé le mercredi en République démocratique du Congo, où il y a eu plusieurs morts à Matadi Kibala, où il y a un marché pirate, si je peux appeler ça comme ça. 26 personnes ont trouvé la mort, dont 24 femmes, avec des hommes, ils ont trouvé la mort suite au sectionnement des câbles à haute tension de la Société nationale d'électricité, ce n'est la sigle. Et puis il y a eu encore 56 morts à Djougou, à la province d'Ilituri, où les milices des Kadeko sont allés attaquer les camps de réfugiés. Ici encore à Kinshasa, en Ntsele, à la commune de l'Antsele, il y a eu encore des morts suite à un accident de circulation. Et puis en Djili, il y a encore un véhicule qui a percuté plusieurs passagers. Au total, la journée de mercredi, nous avions connu 118 morts en République démocratique du Congo, sans compter bien sûr les morts isolés qui n'étaient pas peut-être passés dans des canaux officiels. Il y a eu encore cette semaine la pose de première pierre par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la construction, je voudrais dire, du port à eau profonde de Banana au Congo central. Nous allons tourner tout autour de ça pour en savoir davantage. Quels sont les enjeux, quels sont les avantages que représente cette port en République démocratique du Congo. Et puis, cette semaine, toujours, nous avions assisté aux commémorations du 5e anniversaire de disparition de Sphinx délimité, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui sa famille politique, pourquoi pas son parti, ont dévoilé les monuments de 8 mètres et demi qu'ils avaient construits à son honneur en Ntsele, là où il repose en paix dans son mausolée. Et puis, passation de pouvoir le vendredi entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le président sénégalais Macky Sall à la tête de l'Union africaine. C'était à Addis Abeba, en Éthiopie. Bonne nouvelle pour la gratuité de l'enseignement. Il y a 60 millions de dollars que la Banque mondiale compte amener à la République démocratique du Congo afin d'appuyer le projet équité de renforcement du système éducatif pour le projet PARS, oui, voudrais-je dire, projet PARS. C'était lors d'une réunion tenue avec le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba et le représentant pays de la Banque mondiale. Nous allons aussi parler de ce qui défait aussi la chronique, les dossiers, quelque chose qui ne semble pas bien aller au Fonds forestier national, FFN, où on est en train d'amputer plusieurs choses au comité de gestion. Avec les pros sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis avec 3 invités. Oui, aujourd'hui, on a fait l'exception d'en avoir 3. À ma droite, il est habitué de cette émission, c'est à la personne de Jean Moleki, le PDG ou le patron du groupe de presse, le Fax International. Jean Moleki, bienvenue. Merci, chers confrères. Je salue tout le monde, je salue tous mes amis qui sont derrière les caméras. Je salue mon épouse qui me suit à ce moment ici à la maison. Tous mes enfants, je voudrais dire que merci à tout le monde. Je crois qu'on est là pour servir la nation. On est là pour donner des vraies informations qui pourra aussi aider la population congolaise à y croire. Voilà. Je vais aussi en profiter pour faire un coucou à l'épouse de l'éditeur du journal Le Fax, Jean Moleki, Madame Arlette Moleki, ainsi que tous les enfants. À ma côté, de l'autre côté, à ma gauche, c'est à votre droite, à la télévision, Monsieur Patrick Boulembo, il est éditeur du journal Hémisphère. Éditeur Patrick Boulembo, bienvenue dans ce magazine. Merci, mon cher Serge. Je présente mes condoléances à toute la famille éprouvée, attristée de tout ce qui s'était passé au courant de la semaine. Matadi Kibala, à l'est du pays, avec tous les accidents possibles. Nous compatissons ensemble avec vous. Que Dieu puisse vous apporter la paix et la consolation. Merci.
Que Dieu apporte la paix et la consolation aux familles implorées. Nous allons faire de même avec vous et nous allons aussi réitérer nos condoléances car on en a fait depuis le mercredi quand nous avions écouté cette drame. On en a fait autant. On continue toujours à consoler et à encourager ces familles d'avoir perdu l'un de leurs. Samuel Mimbou, à côté de Patrick Boulembo, c'est le patron du groupe de presse Explorateur International. Samuel Mimbou, bienvenue. Merci beaucoup, M. Chef, pour l'invitation. Et merci à tous les téléspectateurs de la BRTV Africa. Et je souhaite bon dimanche à tous les Congolais et Congolais. Et je présente aussi mes condoléances à toutes les familles pleurées. Normalement, 118 personnes en une semaine, c'est beaucoup. Normalement, le régime responsable devrait décréter un deuil national. Mais malheureusement, j'ai suivi des informations au cours de la semaine. Je n'ai même pas attendu qu'on nous présente, on dit quand même un deuil national. 26 morts, plusieurs morts à Dougou et des accidents de circulation. Normalement, il y a quelque chose qui ne va pas. Souvent, chaque janvier de chaque année, nous assistons à de pareilles choses. Des pouvoirs doivent se poser des questions. Normalement, on doit décréter quand même une semaine de deuil national, par exemple. Voilà, selon le souhait mis par le confrère Samuel Mimbou, l'éditeur responsable du journal Explorateur International, lui a émis le souhait que le gouvernement ou l'État puisse décréter la journée ville morte, la journée du deuil national. Voilà. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Nous avons présenté plusieurs sujets à débattre. Lors de cette émission, nous allons analyser, nous allons scruter avec le confrère. Je vais commencer par Patrick Boulembo, je commence avec vous. Nous avions tous assisté le lundi quand le président de la République s'est rendu au Congo central pour poser la première pierre pour le compte de la construction du port en eau profonde. Patrick Boulembo, quelle est votre impression, votre appréciation, surtout quel est l'apport que cette port apportera à l'économie de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mon impression est totalement bonne. Par le simple fait qu'il faut comprendre que ces projets-là datent il y a plus de 40 ans. Le Congo aujourd'hui, c'est un pays vieux de 62 ans aujourd'hui. Donc ce n'est pas une initiative qui date d'aujourd'hui. Il lui fallut une volonté politique pour matérialiser ces projets-là. Nous sommes sans ignorer que nous sommes un grand pays entouré des eaux. Nous importons beaucoup. Mais vous allez constater que de tout ce que nous avons, nous n'avons pas un port à mesure de recevoir des bateaux dignes. Des gros porteurs, des gros porteurs, s'il faut le dire, en provenance d'Europe, d'Asie et tout consort. Et pour ce faire, il faudrait que le bateau passe d'abord par Pointe-Noire, en face de chez nous, de gros cargos, déposer la marchandise et chercher encore à rapatrier cette marchandise-là de Pointe-Noire vers Boma, Matadi, enfin, pour que cela nous arrive à Kinshasa. Chose que ça ne devrait pas être fait. Mais maintenant que nous avons quelqu'un qui porte avec lui les soucis du pays, qui accepte à ce qu'aujourd'hui l'on puisse lancer les travaux du port en eau profonde, pour qu'au lieu que le gros cargo transite par Pointe-Noire, c'est ce qui influe aussi. Par Abidjan. C'est ce qui influe aussi sur le coût. Le coût de notre douane. De la douane qui est répétée la douane la plus chère du monde, comme tu l'as dit. C'est-à-dire, si ce port-là est opérationnel, pour des opérations qui s'est passées, qui pouvaient coûter par exemple $1,200, c'est fort possible que ça se passe à 300, 350, $400. Ça ne va pas impacter sur le recette ou les assignations de DGDA, DGI, ainsi que la DGA. Non, écoutez, DGDA, DGI, nous devons nous dire la vérité. Nous sommes là pour servir la nation, il faut dire la vérité à la nation. Depuis que la DGDA, DGI, toutes ces régies-là, percevaient des taxes comme il fallait au niveau de port, avec des montants colossaux que l'on connaît.
le pays bénéficiait combien? Ah, mais c'est pas C'est la question qu'il faut se Ce poser. n'est pas le cas aujourd'hui. Ils atteignent leurs assignations. Ils arrivent même à réaliser plus de 120%. Ça ne suffit 115%, pas par au-delà. là. C'est juste le départ, ça ne suffit pas. Mais malgré ça, il y a toujours des choses qui se passent dans ce pays que vous n'avez pas d'idée. Il y a des choses qui se passent ici que vous n'avez pas supporté. Mais comme quoi, par exemple, ici, Monsieur. ici nous venons parler la vérité, hein, entre nous. Nous scrutons. Hein, Au nous moment analysons. où l'IGF est sur terrain, permettez-moi, même vous qui nous suivez à partir de chez vous, Oui, oui. permettez que À je l'époque, puisse le faire studio un de Radio raccordement BRFM fraudulé. fonctionne, hein. Merci, Nous écoutons ça je à salue la radio. tous les auditeurs de BRFM. Nous passons aussi maintenant. Permettez-moi de faire un raccordement fraudulé. Au moment où l'IGF est sur terrain, Oui. imaginez-vous, nous avons une entreprise, un établissement public de l'État comme le Fonds forestier national, qui est sous tutelle du ministère de l'Environnement. L'environnement, oui. C'est depuis le mois de juin que les inspecteurs dits de l'IGF se retrouvent là. Jusqu'au moment où nous parlons, ils n'ont jamais déposé leurs conclusions. Mais c'est comme partout ailleurs, hein, la SNEL. Non, ne la vous en NS, faites pas. mais c'est Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les inspecteurs de l'IGF ont devenu Soyez des calme. commissionnaires dans nos Ces entreprises. inspecteurs-là ont été recrutés par le manager de l'entreprise lui-même. Attendez. Ce n'est pas la direction générale de l'IGF qui avait envoyé ces inspecteurs-là. Attendez, ce que tu dis là, c'est trop grave. Comment est-ce que tu as dit les managers, c'est-à-dire les Oui. numéros 1 de cette Oui. entreprise FFN, Oui. comment est-ce qu'il peut se donner les leaks d'aller recruter seuls les inspecteurs de l'État ou les inspecteurs de l'IGF pour le compte de son entreprise? Ça s'est fait? D'abord, Au vu de la loi. c'est quelqu'un qui vit par le trafic d'influence que même le chef de l'État n'admet pas aujourd'hui. Mais ça, c'est- Pour lui, il est le cousin du chef de l'État, le priorisé, le privilégié. Il est le cousin du chef? Oui, oui. C'est vrai Et aussi? tout lui est permis. Moi, je n'ai pas de preuves. Et il le dit à qui veut l'entendre. Oh, mais ce n'est pas possible. Chez Félix, il est en Juste face, là. pour se Ces gens débarrasser des collaborateurs qu'il avait trouvés sur le lit ou dans l'entreprise. Au moment où il est arrivé, il a commencé par créer des trucs. Il fallait recruter la NER, il fallait recruter l'IGF. De gens qui, s'il faudra suivre pour intimider les autres. pour intimider les autres. Oh là. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Les inspecteurs dits de l'UGF qui se retrouvent là au niveau du FFN sont maintenant des connivences avec le 2G pour piller l'entreprise. Je vous donne un fait. Je vous donne donnez un le fait fait. parce qu'on va passer la parole aux Je autres. vous donne un Oui, fait. quel est le fait que vous allez nous donner? Parce On que se ici, permet, nous le allons parler 2G se avec des preuves et permet, des faits. le 2G se permet Oui. d'acheter un véhicule de seconde main. C'est mauvais. Ah, des Écoutez, secondes mains. Des secondes mains, je dis. Au Pour, nom et son- pour le compte de l'entreprise. Ah, ok, avancez. Quel type de véhicule? Toyota VX. Il achète ça et il amène jusque-là, il n'a pas encore présenté de pièces justificatives. Mais il dit qu'il en a acheté à 98 000 $. Alors que nous savons que ces véhicules-là, à l'état neuf, ne coûtent même pas 85 000 $. Avec le vérificateur. Sur les Andes ici à Kinshasa, ce n'est pas Frima. Il en a acheté sur la rue ici, hein, à Sendoué. Il en a acheté à plus ou moins 45 000 $. 45 000 Et jusqu'à 98 000 $. Comment ça, par quelle magie ça arrive jusqu'à Il n'y a que lui seul qui connaît. Au moment où nous parlons, à l'époque, le FFN avait un contrat avec l'hôpital des Cinquantenaires pour le soin des agents. Et la facture variait entre 4 200 et 5 000 $ le mois. Mais depuis que le gars est arrivé, imaginez-vous que la facture passe de 5 000 $ à plus ou moins 18 000 $ le mois. On a augmenté le nombre des agents. Oh, mais non, monsieur, on n'a pas encore recruté. Comment recruter, augmenter le nombre des agents aussi longtemps? L'administration, la présidente du directeur du cabinet avait interdit à ce qu'il y ait un mouvement des agents. Avec ce Covid ici, ça ne se peut pas se justifier que les gens tombent malades à tout moment. Non, c'est faux, c'est faux. Le problème, c'est quoi? Il a recruté le membre de son église comme il est pasteur. Et il les amène à tout celui qui a un problème de santé. Il lui envoie au niveau des cinquantenaires. On le soigne. Et là, on le soigne au nom et pour le compte du FFN alors qu'il n'est pas de là. La preuve, c'est qu'il y a l'une de ses hôtesses qui venait de perdre sa maman. Il y a quelques jours passés ici. Cette dame-là a été soignée au niveau du cinquantenaire, au nom et pour le compte du FFN. La maman enterrée, oui, bien sûr. Enterrée
au nom et enterré par le FFN. Vous pouvez vous imaginer de telles bêtises. Et ce sont de telles choses qui font assez que la République ne puisse pas évoluer. Et c'est par là que je te disais que malgré que l'on pouvait prendre des précautions, malgré l'initiative de créer ou encore de construire aujourd'hui le port en eau profonde, mais oui, c'est bon pour la nation, c'est avantageux pour la nation. Mais nous devons maintenant ouvrir l'œil le grand pour que les profiteurs ne puissent pas rouler toute la population comme il en est le cas aujourd'hui. Comme il en est le cas, Patrick Boulembo venait, bon là je peux dire c'est son coup de gueule, hein, il est vrai que je lui avais posé une question, lui il a fait son raccordement frauduleux, il a pris l'autre angle qu'il est chanté, bon voilà, ce n'est pas mauvais, c'est un journaliste, s'il a de faits, c'est normal qu'il vienne dénoncer, peut-être surtout si on lui a fermé la porte, d'avoir le deuxième son des cloches, c'est normal qu'il dénonce. Je sais que c'est ce que tu avais fait en état professionnel, tu es allé chercher l'information. Et on t'a fermé la porte. J'ai tenté d'appeler le numéro 1 pour avoir des informations. Il ne m'a pas réussi. Voilà. Il ne prend pas mes appels. Je ne sais pas s'il connaît mon numéro. Qu'est-ce que je peux faire? D'accord. Puisque tu n'as rien à faire, Jean Moleki du journal Les Fax, tu as écouté Patrick Boulembo. Ma question était claire. Ma question était de savoir quels sont les enjeux par rapport aux poses de première pierre pour la construction du port en eau profonde de Banana. Patrick Boulembo en a fait un raccordement frauduleux pour dénoncer ce qui se passe au fonds forestier. Je mérite d'emblée d'abord remercier les chefs de l'État pour la finalisation de ces grands projets pour la RDC en ce qui concerne la pose de la première pierre pour la construction du port en eau profonde, parce que c'est vraiment quelque chose de rentable pour le pays. Vous savez que non, notre pays sur le plan des douanes a des difficultés énormes avec les opérateurs économiques dans ces pays. Je crois que cette initiative louable que le chef de l'État a pris de pouvoir donner à la nation quelque chose de très important, c'est quand même quelque chose à féliciter. Parce que sur le plan économique, c'est que nous devons retenir que la construction pour en eau profonde, ça peut produire le travail. Non pas pour les Nékong, mais c'est pour toute la République. Ah, oui. Vous savez que il y aura beaucoup de gens. Oui, il y aura beaucoup de gens et les travailleurs seront là pour aider la population. Alors c'est quelque chose de très important. On devait quand même féliciter, on devait quand même émettre cela dans les buts, dans les projets ou dans le bilan du chef de l'État. Sur le plan économique. Tout comme sur le plan professionnel. Donc c'est vraiment un projet louable, un projet très très important pour l'épanouissement de notre chère nation, la République démocratique du Congo. Okay. D'emblée, j'aimerais peut-être parachiter par rapport à ce que mon ami... J'en étais sûr. Là, je crois que tu te frottais les mains. C'est ce que tu aimes. Hein? Le lecteur du journal de face en sait quelque chose. C'est ce que lui, il aime. Lui, quand il s'agit de tirer, il tire vraiment s'il était ouvert. En ce qui se passe au niveau de FFN, moi je pense que non, les arguments ou les argumentaires qu'a posé mon frère, c'est vraiment déplorable. Vous savez, si ce qui se passe là-bas au niveau de FFN, je crois que non, on va interpeller les chefs de l'État de pouvoir prendre des mesures draconiennes pour redresser et recadrer ces DG. Parce que selon les informations qui nous est parvenues, je crois que c'est quelque chose qui trouble les têtes. Vous savez, lorsqu'on laisse la latitude en ce genre de comportement évoluer dans ces pays, je crois que non, ces pays vont encore dans les gouffres. Je crois que mon ami, mon co-débatteur a bien explicité la chose. Je crois il s'appelle Patrick Boulembo, l'éditeur du journal Le Ministère. Si tel est le cas, en tout cas ici, on interpelle les chefs de l'État ainsi que les ministres de l'Environnement, Mme Bazaïba, de pouvoir prendre des mesures pour sauver le fonds forestier national. Parce que c'est vraiment déplorable. Ce que mon co-débatteur, mon ami, vient de donner comme une information, je crois que même les inspecteurs, M. Alingué Tessil matin, aujourd'hui, il pouvait quand même revérifier pour voir si les inspecteurs qu'a dit mon frère Patrick, ce sont des gens de connivence avec le DG de la FF. Là, nous ne nous aidons pas les chefs de l'État de pouvoir réussir son quinquennat. Moi, je pense qu'il est temps que nous puissions mettre fin à ce genre de bêtises dans ces pays. Parce qu'on a besoin de rebâtir ces beaux pays détruits par le régime passé. Donc nous sommes appelés, nous tous, à y poser des pierres pour la rebâtisation de ces grands pays. On ne pouvait pas aussi laisser le temps en ces pillards, ce genre de pillards qui viennent dans ces pays pour détruire encore la nation. Non, il est temps. Il est temps.
Si tel est vraiment le cas, moi je pense qu'ici on interpelle les autorités compétentes. Moi ici je parle directement au ministre F. Bazaïba de pouvoir mettre une commission d'enquête. Pourquoi pas le ministre des Portefeuilles aussi, hein? Effectivement, parce que tous dépendent de ces secteurs. Moi je pense que non, il est temps de pouvoir mettre une commission paritaire pour pouvoir éradiquer ce genre de conneries, ce genre des inepties, ce genre de bêtises, de pouvoir mettre un feu et puis aider le chef de l'État à réussir son quinquennat. Le chef de l'État réussit son quinquennat, c'est ça le souhait de tout le monde. Tout Congolais veut à ce que la République démocratique du Congo puisse réussir au son intendant. On ne peut pas quand même accepter aujourd'hui, alors que les gens se battent bec et ongle, qu'il y a de ceux qui travaillent pour nous engloutir davantage. Là, nous ne sommes pas d'accord. Samuel Mimbo, vous avez la parole. Vous avez suivi l'intervention de deux confrères. L'autre a fustigé le comportement qui se passe à FFN. Il a en outre encouragé le chef de l'État en rapport avec la pose du premier pierre, Jean Moulin, qui en a même allé très loin pour dire que ça va créer des emplois en République démocratique du Congo. Ça va vraiment aider notre économie afin de le booster davantage. De la booster, voulais-je dire. Samuel Mimbo, vous avez la parole. Pour les nouveaux DG, c'est les nouveaux DG à peu près, je pense. Mais quel est son nom? Vous voulez commencer par là? D'abord pour le c'est le nouveau DG, parce qu'à l'époque, ils avaient un chargé de mission. Maintenant, là, c'est un DG qu'ils ont. C'était un intérimaire ou bien? Non. Bon, en fait, oui. Non, il n'est pas un intérimaire. C'est depuis septembre 2020 qu'il a été nommé comme étant DG. Le nouveau DG de jouissant de tout le pouvoir possible de l'établissement public. Samuel Mimbo, ne confondez pas. Patrick n'est pas un représentateur de l'émission. C'est regrettable pour le nouveau DG. De poser des questions. Si, dans un pays où les autres volent des millions, mais lui, il est en train de faire les aides des faux de factures. 45 000 à 98 000. $, c'est regrettable. Là, je te complète, c'est juste pour un véhicule. Oui, vous n'avez pas la parole, Patrick. Vous avez plus, dans une entreprise, trop du temps plus que les autres. Laissez-le parler. Dans une entreprise publique, il y a une procédure de passation des marchés, il y a une procédure comment on peut acheter des véhicules, il y a une procédure comment lui-même peut se mettre devant. Vraiment, c'est regrettable. Et curieusement, il a sollicité l'avis de non-objection auprès de la DGSMP. Imaginez. Tu ajoutes encore des éléments. Curieusement, l'IGF est impliqué par ces inspecteurs. C'est grave. Mais moi je me demande si ce sont des inspecteurs. Je voulais les compléter. Il y a un dossier, c'est encore plus grave sur les comportements des inspecteurs. Ils sont là. Ils se permettent de fermer le bureau de travail pendant un mois pour se rendre à Lubumbashi ou dans les grands Katanga. Imaginez ce qu'ils ont commis comme bêtise. Ils ferment la porte, ils laissent le fenêtre ouverte. La pluie est en train de s'abattre, la pluie inonde le bureau et va maintenant faire à ce que tout le document qui était dans le bureau. Bon, je me limite là. Parce que c'est énervant. C'est énervant de voir ce qui s'est passé. Les chefs de l'exécutif, son excellence, le premier ministre et le ministre du tutelle doivent prendre des mesures d'encadrement pour mettre hors d'état de nuire cet ADG qui est haï d'abord. Donc de le mettre. C'est le DG, hein? Oui. C'est le DG, pas la DG. Oui, alors vraiment c'est regrettable. Concernant le futur port de Banana, c'est un bon projet. Normalement, le port de Banana, c'est une condition sine qua non. Pour que le Congo ait un pont entre Brazzaville et Kinshasa, pont route rail. Oui, pont route rail, la condition était que le port de Banana soit d'abord construit. Si ce port-là est construit, ça va booster l'économie, pas seulement de la RDC, mais pour toute l'Afrique. Parce que lorsqu'on va finir le port de Banana, ensuite on viendra avec le projet de la Banque mondiale qui va faire pont route rail entre Kinshasa et Brazzaville. De la BAD, hein, c'est pas la Banque mondiale. Hein. BAD, maintenant ça va fonctionner, que l'économie de l'Afrique centrale pourra émerger. Sinon, si on met le pont route rail entre Kinshasa et Brazzaville, c'est le port de Pointe-Noire qui sera plus bénéfique par rapport aux Congolais. Donc nous serons obligés d'aller par exemple à Pointe-Noire pour aller des douaniers. Ça sera plus proche qu'aller à Matadi ou à Boma. C'était une condition pour que cela puisse bien réussir. Il fallait que le port de Banana doit une question méthode d'esprit, hein, pour ne pas vous perturber avec vos analyses. Oui. Une question méthode d'esprit. Dis-moi, ce n'est pas une trompe-l'œil que le chef peut-être a voulu faire, puisque tel que tu dis, hein, ils avaient posé les Nekongo, soit lui-même le chef d'ailleurs, il avait dit ça noir sur blanc, avant qu'on puisse construire le pont route rail, Brazzaville Kinshasa, on doit d'abord commencer ou terminer le port
on doit d'abord terminer le port de Banana. profond à Banana. Est-ce que ce n'est pas du trompe-l'œil que les gens vont bon, voilà, on pose quand même le premier pierre, comme ça, nous allons attaquer avec le pont route rail Brazzaville-Kinshasa. Comme je viens de dire, c'est une Ça ne condition. sera pas un éléphant blanc, Non, parce non, que nous avons vu tas de projets c'est une comme condition ça. On indispensable. pose la première pierre et puis on laisse. C'est l'enjeu international, c'est une condition sine qua non. Le port de Banana doit être d'abord construit avant que le port routier de Brazzaville et Kinshasa soit construit. Alors c'est une très bonne chose de booster l'économie congolaise et ça va donner aussi pour que le port de Matadi puisse bien fonctionner et le port de Mons puisse bien fonctionner. Parce que le petit port là va prendre des petits bateaux, mais le port de Banana va prendre des paquebots. C'est ça qui va faire que l'économie congolaise puisse bien partir. Et pour nous, maintenant, interpellons l'autorité de l'État pour que ça ne soit pas les trompe-l'œil ou bien la poussière dans les îles des Congolais. Parce que nous avons assisté à de pareilles choses avec l'aéroport mondial que l'autre avait fait là, avec Tibala là-bas. Le régime de Kabila, c'est pas le régime de Jusqu'aujourd'hui, Tshisekedi. nous attendons cet aéroport-là. L'aéroport modulaire, on ne voit pas ça. On ne voit pas ça. Ah, voilà. Tandis que dans d'autres pays, On a eu déjà décaissé plus de 550 millions. on voit des vrais aéroports. Où est-ce que ça traîne? Maintenant, le port de Banane aussi. Il est vivant, il faut D'accord, poser- mais- Maintenant, le port de Banana aussi, ça ne doit pas être là pour dédaliser des Congolais. Nous demandons au chef de l'État de prendre ces projets au sérieux et nous voulons que le travail commence déjà pour que les Congolais puissent avoir de la maîtrise et ça fait partie de son premier bilan. S'il réussit ce coup, dans des ports de Banana, déjà, les Congolais, surtout les gens du Congo central, seront apaisés et puis c'est un point qu'il marque déjà pour son premier bilan. Sinon, ça sera une autre affaire dans son bilan bien sûr qui tend vers la fin ici en 2023. Donc faire le port de Banana, c'est un point positif pour son bilan de ce mandat, le premier mandat de Félix Tshisekedi. Voilà. Réaliser le projet à eau profonde de la construction du port de Banane à eau profonde, donc ça sera un point par rapport au quinquennat du chef de l'État comme veut Samuel Mimou. Bon, comme c'est Patrick qui avait ouvert le premier thème, cette fois-ci nous allons entamer autre chose. C'est Jean Moleki qui va ouvrir. Jean Moleki, nous avions passé une journée mercredi sombre où il y a eu plusieurs morts dans la capitale comme dans nos provinces. Il y a eu 118 morts au total, 26 morts au marché Matadi Kibala, électrocutés par la ligne haute tension de la Société nationale d'électricité, l'une de ces câbles a été sectionnée et comme il y avait la pluie, ça a tombé dans l'eau et puis ça a tué les gens. Il y a eu 56 morts au camp de déplacés à Djougou dans la province de Ituri. Les milices de Kadeko, ils sont une fois de plus passés à l'acte. Ils ont tué les gens, ils ont tué, sectionné et les gens à coups de machette. Quelle est votre appréciation en rapport avec cela, où les langues se délient, les salives se sèchent par rapport à la manière dont on avait acheminé ces morts dans la morgue, dans des bis 207, le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Gentini Ngobila, il avait dit quelque chose qui n'avait pas peut-être arrangé plusieurs personnes. Lui, il a dit que les morts, on ne les met pas dans une ambulance, c'est dans un corbillard avec cercueil qu'on amène les morts, et puis les gens n'étaient pas d'accord ou contents en rapport avec ça. J'aimerais d'abord, tu commences d'abord par placer un mot, et puis nous allons revenir vers ce qu'a lâché le gouverneur de la province de Kinshasa. On va faire le tour des tables, et puis nous allons encore continuer dès lors que nous savons tous le 1er septembre 2020, le même gouverneur, Gentini Ngobila, avait posé la première pierre pour la construction du marché moderne à Matadi Kibala. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 16 mois, et rien n'est fait. Ça a causé la mort de plusieurs personnes à Kinshasa, sinon c'est mort inutile, on allait l'éviter si au moins le marché a été construit comme on voulait. Jean Moleki. Je parle avec des larmes aux yeux. Parce que les âmes qui nous ont laissés, qui ont laissé des parents, des enfants, des veuves dans notre pays, c'est encore des morts de trop dans ces pays. Le mort de trop, oui. Je vais en profiter, Jean Moleki, je ne te coupe pas la parole, mais sinon je vais demander à notre régisseur s'il y a lien qui nous illustre aussi les images que nous avait amenées par rapport à tous ces morts qui étaient les morts de mercredi. S'il peut nous illustrer ces images-là, en attendant qu'on puisse revenir sur la pose des premières pierres par le gouverneur. Oui, allez-y. Je profite de cette occasion encore pour réintégrer notre compassion avec toutes les familles. Vous voulez réitérer? Oui.
lui présenter nos sincères condoléances. Mais ici, j'aimerais évoquer certains points à l'endroit des autorités congolaises qui acceptent, moi je dirais qui acceptent que nos frères et sœurs, nos mamans, ils se réveillent très tôt le matin pour aller chercher de quoi mettre sous la dent leurs enfants. Dans un premier point, je dirais au chef de l'État de pouvoir prendre des mesures fermes à l'endroit de M. Gentimi Ngobila. Ah. Vous savez, 16 mois passés, vous venez d'évoquer cela, 16 mois passés, M. Ngobila est passé dans des chaînes de télévision pour escroquer les Congolais, pour dire des mensonges aux Congolais. Escroquer les Congolais. Laissez-moi parler. Pour escroquer les Congolais, qu'il y aura la construction d'un marché moderne à Matadi Kibala. Avec pose des premières pierres. Si cela était construit, on n'allait pas assister en ce genre de mort. Comment les gouvernants congolais peuvent-ils accepter qu'aujourd'hui, nos mamans, ça fait mal au cœur lorsqu'on voit des images, lorsqu'on constate ce qui vient de se faire au niveau de Matadi Kibala? Si vraiment l'état des droits est respecté dans ces pays, M. Ngobila doivent être interpellés, jugés voire même, parce qu'il a trompé et les chefs de l'État et le gouvernement congolais qu'il y aura la construction des marchés modernes. Bien que cela est un projet, mais ça fait 16 mois passés, dis-moi s'il vous plaît, où en sommes-nous? 16 mois passés sans même qu'il y ait une planche ou un chevron pour la construction. Pourquoi tromper des Congolais dans cette manière? Il y a que la première pierre qui a été posée. Oui, la première pierre. Écoutez, moi je peux sortir chez moi, je prends une brique, j'aille poser une première pierre pour dire que non, je vais construire. Ça, c'est de l'escroquerie à ciel ouvert. Pourquoi tromper des Congolais? Nous sommes fatigués de ce genre d'escroquerie et de mensonges. La deuxième chose, je dirais aux dirigeants des SNEL, de la société SNEL, de pouvoir respecter les esprits ou la population congolaise. S'ils ont constaté, moi je me demande si à la SNEL il n'y a pas de matériaux qui détectent les pannes. Parce que ce genre de drame, comment ça peut-il arriver dans une structure, dans une société bien établie? Alors moi je demande, quel est le travail que font les agents, les cadres à la SNEL? Les ingénieurs qui sont chaque jour, qu'est-ce qu'ils font au niveau de la SNEL? Parce qu'ils pouvaient bien éviter ces drames, de pouvoir y parvenir, de pouvoir se faire. Mais qu'est-ce qu'ils ont constaté? C'est aujourd'hui faire un communiqué pour dire que non, ces histoires n'étaient pas remarquées. Alors ça c'est quoi? C'est de l'incompétence au niveau de la société de la SNEL. Mais j'en interpelle mais la ici. SNEL continue de dire que là où ces fils passent, ou ces pylônes, les gens ne doivent pas habiter à 25 mètres de cela. J'allais citer par là. J'allais citer par là. 25 mètres. J'allais citer Les gens ne par peuvent là. pas. Mais comment est-ce que la ville a pu laisser les gens rester là-bas autant d'années? Et ils se contentent, l'administrateur du marché, ils se contentent de bourgmestre de venir prélever les taxes dont ces mamans-là payent chaque jour avant de vendre. J'allais citer par là pour interpeller aussi la population. Vous savez, il y a des mesures qu'on a prises pour cet espace de Matadi Kibala. Il y a beaucoup de dégâts qui se font là-bas. Et les gouvernants prennent des mesures draconiennes pour protéger et sécuriser la population. Mais de l'autre part aussi, c'est quelque part, c'est de la négligence sociale de la population. Lorsque le gouvernant donne des instructions pour prévenir, pour éviter de telles sortes de drames, pourquoi nous, Congolais, nous refusons? Vous savez, un jour, moi, je suis passé par là, mais j'ai regardé la manière dont les gens se vendent des cacahuètes, des foufous, des maniocs, des maïs dans leur riz, dans les macadam. Dans les macadam, ça peut causer des préjudices très graves. Aujourd'hui, nous pleurons les morts. Ah,
Moi, je pense que non, ici, la responsabilité est partagée. Et du côté des gouvernements et du côté des gouvernés. Du côté du gouvernement, on devait prendre des mesures draconiennes pour sauvegarder la vie humaine. La vie humaine est sacrée. Moi, j'y rentre encore pour dire que non, mais Ngobila doivent être interpellés pour son escroquerie à ciel ouvert. Depuis qu'il a posé la première pierre pour la construction de ces marchés modèles, jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien n'a été fait. Alors, laissez aux Congolais de pouvoir tromper et manipuler le Congolais chaque jour, M. Ngobila. Chaque jour, M. Ngobila, vous avez bien dit que rien n'a été fait. Bon, moi je dis, le président de la République était prophète quand il demanda au Conseil des ministres, lors du Conseil des ministres, de pouvoir actionner pour construire. Mais lorsqu'il a pris 10 jours après, il y a eu cette catastrophe. Non, pas 10 jours. Le chef de l'État dit dans la réunion de la réunion interministérielle, la réunion du 7 janvier. La réunion du 7 janvier. 17 janvier, il y a eu cette catastrophe. Pas 17 le 7 janvier que le chef de l'État avait pris, qu'on puisse prendre des mesures draconiennes pour la vie des populations congolaises. Voilà, Samuel Mimbou, vous allez ramasser là, vous connaissez déjà la question, ainsi que les gens de Djougou, c'est Jean Mollet qui n'a pas fait allusion. Sur les morts des marchés de Matadi-Kibala, ce sont des morts de plus sur les morts que le Congo a connu au cours de cette année, dès le départ, le mois de janvier, jusqu'à la fin de ce mois de janvier. 26 morts. On parle de plus de 26 morts, parce qu'il y a d'autres qui étaient réanimés, qui sont aussi décédés. Non, donc 25 jusqu'à là, pas 26. Alors, vous voyez, c'est vraiment triste. Le problème, c'est d'abord la Société nationale de l'électricité, la SNEL. La SNEL, avec ces matériaux qui sont déjà vieux, donc très vieux, devait faire l'entretien de ces lignes-là. Première responsabilité. Deuxième responsabilité de la SNEL, comment la SNEL n'a pas pris des mesures d'interdire pour que les gens ne puissent construire au long de ces poteaux. Et le ministre des Affaires foncières et de l'urbanisme et la SNEL sont des complices. Donc, ils ont laissé les gens construire dans monsieur, des lignes de poteaux. Ils savent bien, ils ont mentionné dans leurs poteaux, danger de mort. Ils ont laissé. Parce qu'en cas de danger de mort, même si ces fils-là doivent se couper comme ça d'elles-mêmes, si on touche les poteaux-là, tu dois mourir. On a écrit danger de mort. Mais on a laissé les gens faire le marché en dessous des lignes de poteaux de haute tension. Deuxième responsabilité, c'est le gouverneur de la ville. Il devait d'abord évacuer les gens qui vendaient là-bas avant d'aller poser la première pierre. Il a bien posé la première pierre. Mais il fallait prendre des mesures, comment faire d'abord quitter les gens qui étaient en danger et accélérer les travaux. Mais il n'a pas fait ça. Comme il a fait d'abord sur le marché central, il a fait chasser les gens. Aujourd'hui, il n'y a rien fait. Alors, c'est les mêmes choses qu'il répète encore là-bas. Dans un État qui se respecte, le gouverneur de la ville devait démissionner. Les DG de la SNEL devaient démissionner. Les bourgmestres de ce côté-là aussi devaient démissionner. Ça doit être arrêté. Parce que 26 morts à une seule journée, à un clin d'œil, c'est trop. Ils sont des responsables, des mères de famille. Hein? Ils sont des mères de famille. Ce sont des responsables. Ce ne sont pas des petits messieurs qui sont morts là. Ce sont des grandes dames qui sont mortes. Ce sont eux, il faut nourrir les gens. Mais voilà, ils sont morts comme ça, gratuitement. Et ils savaient bien les dangers. À cause de prendre des mesures urgemment, ils méritent la sanction de la part du gouvernement légitime. Cela veut dire que les chefs d'État doivent taper le poing sur la table, doivent prendre des mesures énergiques pour que de pareilles choses ne se répètent plus. De pareilles scènes se répètent toujours à RDC. Il y avait des marchés de Tipika. On a connu beaucoup de morts. Il y avait des marchés de Kingasani, des crèches de Kingasani. On a connu beaucoup de morts. Et ça, c'est un autre cas. Quoi? On peut dire quoi? Soit des sacrifices comment? Encore, oui. Il faut être super non, on doit parler de comment, c'est quoi alors? Parce que le pouvoir actuel ne prend pas des mesures qu'on ne peut pas sanctionner. Dans les choses de Kingasani, un coup était sanctionné. Le marché des matériaux n'a pas commencé alors, aujourd'hui. Le Parlement il va rentrer, l'Assemblée nationale il va faire son entrée. J'aimerais que cette question doit être soulevée à l'Assemblée nationale. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de morts, et puis le gouvernement, le pouvoir actuel ne fait rien, et puis on laisse les gens comme ça impunément, et puis on connaît le pouvoir actuel, et notre cas, les morts de Dougou, les morts de
Les morts de Dougou. De Djougou, 56 morts. Mais tandis qu'on a l'armée ougandaise là-bas, on a l'armée ougandaise là-bas, on a la MONUSCO là-bas, on a le FARDC là-bas, on a toutes les services là-bas. Comment on a tué 56 morts à une seule nuit? 56 personnes à une seule nuit, à 1h du matin. Voyez un peu ça. Donc, un État qui ne protège pas ses sujets, et vous voyez, c'est un État de droit. Voilà. Comment vous appelez des droits? Patrick Boulembo, Samuel. 108 morts, 118 morts à une semaine. On ne respecte pas les droits de l'homme. Le gouverneur soit interpellé au Parlement, il veut assez qu'on puisse mettre de côté tous ceux qui ne savent pas faire leur travail ou ceux qui ne parviennent pas, pour ne pas dire qu'ils ne savent pas, ceux qui ne parviennent pas à faire leur travail correctement. Patrick Boulembo, vous allez ramasser cela et puis on va changer de sujet car nos minutes accordées commencent déjà à toucher à sa fin. Merci. Dès lors que vous aviez vu vous-même, lorsqu'on a cheminé ces corps à la mort, on avait vu on est en train d'acheminer des corps à travers des bus qu'on appelle les esprits des morts. 207 au vu de tout le monde, au risque même que ces morts puissent encore connaître leur deuxième mort avec ces bis que nous appelons l'esprit des morts. Et le gouverneur, lors du point de presse tenu avec le ministre de l'Information, il a dit que les morts, on ne les amène pas dans une ambulance, on les amène dans des corbillards, mais dans des cercueils. Mais les images nous prouvent le contraire. Chez le Blanc, vous voyez, il y a eu des gens qui sont morts, on les amène quand même dans une ambulance. C'est une ambulance. On achemine les corps, vous savez, le régime nous a illustré cela. Voilà, Patrick Boulet, vous avez la parole et puis on va changer de sujet pour merci beaucoup. Avant d'y arriver, je vais rebondir sur on a pris assez de temps, Patrick. Je vais survoler. Quand je parlais des inspecteurs dits de l'UGF qui sont envoyés au niveau du Fonds forestier national, imaginez-vous que ces gens-là, parce que moi je ne le maîtrise pas, je ne les ai pas identifiés, se permettent de fermer le bureau de contrôle, là où loger toutes les pièces possibles justificatives. Ah, vous êtes encore rentré dedans de l'établissement. Mais j'aimerais qu'on puisse évoluer, Patrick. Il ferme la porte, il reste, il laisse de fenêtres. L'eau de la pluie, l'eau de la pluie est entrée jusqu'à mouiller tout le dossier. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. N'est-ce pas là une preuve de complicité avec le manager de l'établissement pour faire enterrer tout ce qu'il y avait comme pièce? C'est au juge d'apprécier, d'établir les culpabilités de tout. Là, j'interpelle M. Alinguete avec son adjoint, Papa Victor. Essayez de revoir ces situations. Moi, tel que je vous connais, Papa Victor, je doute que ces gens proviennent ou ont été mandatés par vous. Vous avez parlé de la situation de mort. C'est avec l'amertume dans l'âme que j'aborde cette question. Monsieur le chef de l'État, sur ces plateaux, il y a une année passée, je vous avais interpellé, je vous disais, le DG de la SNEL, le DG de la Régie des eaux, à l'époque, vous n'aviez pas encore pris la décision de vous séparer d'avec la Kabylie ou la Kabylopolis. Je vous avais conseillé de le faire, parce que c'était des gens qui cherchaient à vous induire dans le rêve ou encore vous enterrer vivant. La preuve. Vous avez parlé de l'union sacrée, qui est une vision qui n'est pas une plateforme politique, moi j'en veux parti politique. Ngobila est dans l'union sacrée. Mais Ngobila a été élu sur quelle liste, n'est-ce pas, du PPRD? Monsieur le Président de la République. Tout ce qui s'est vu aujourd'hui, cher Président, fils de maman Marthe, du fait Etienne Tshisekedi, c'est vous qui allez endosser ça. Mettez ça dans vos têtes. Ngobila a inauguré le marché, ça fait plus d'une année. Pas inauguré, mais posé la première pierre pour la construction du marché Matadi Kibala. Ça fait plus d'une année. S'il faudra comptabiliser toutes les pierres posées par Ngobila, si nous les rassemblons, nous serons en mesure aujourd'hui de construire l'immeuble même de 2-3 niveaux. Mais des choses qu'il ne fait pas. Ces gars-là ne vous aiment pas. Monsieur le Président, il ne vous aime pas. Il est en train de travailler contre votre vision et contre vos intérêts. De gens morts. Oui, c'est bon. La responsabilité sur ce point est partagée. Je ne vais pas abonder sur le sens des Mimbo. La responsabilité est partagée. Il est interdit de construire à moins de 25 mètres où il y a le sectionnement de la haute tension.
Mais vous allez constater une chose. Prenez votre caméra, arrivez sur Bypass, prenez à partir de l'arrêt armé à Mongafula, avant d'arriver même à la Cité Verte. Vous allez constater au moment où je parle, il y avait des endroits où il y avait plus de 12 mètres de distance avec la rue ou encore le boulevard. Mais au moment où je parle là, les constructions ont commencé il y a 2 semaines passées. C'est-à-dire les gens ont débordé, même là où nous passions avec le véhicule, il n'y a plus moyen de passer. Ils se sont rapprochés du boulevard. Vous allez trouver, des immeubles en train de pousser sous les lignes conducteurs de la SNEL. Ce qui n'est pas normal. Et ce qui est grave. Dans chaque commune, vous allez trouver la circonscription foncière. Vous allez trouver un bureau d'habitat dans chaque commune. Et urbanisme. Nous nous posons la question de savoir ces gens-là font quoi. Et voilà ce qui nous est arrivé aujourd'hui. C'est bien beau de condamner l'État, oui, mais la conscience humaine. Est-ce que moi je me pose la question, est-ce que l'individu congolais a la conscience dans sa tête? Est-ce que toi tu penses que tout ce monde-là, tous ces mamans-là, il est vrai? Il est certes vrai que là où ils vendaient, c'est très dangereux, ils ne pouvaient pas le faire. Mais tu vois qu'en âme et conscience, la maman-là pouvait aller vendre là-bas. Si son mari travaillait quelque part, si le pays marchait bien, et si on payait son mari... Le problème n'est pas de travailler quelque part, mon cher ami. Ce sont des entreprises. C'est la conscience. Ce sont des micro-entreprises, c'est que ces mamans-là font. Le problème, c'est la conscience. Tu as écouté je ne peux pas me permettre de brader ma vie, mettre ma vie en danger, parce que je dois aller chercher pour un capital de 15 000, 20 000 francs congolais. Les enfants vont mourir de faim. La maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Et nous, il faut prendre le risque de vendre sous les lignes de... on devait calmer ces gens-là. Ce n'est pas ça. Trouver des endroits. C'est la conscience. Écoutez, c'est la conscience. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. La réponse est dans le langage du chef de l'État lorsqu'il avait dit Tokutambo ici et Koufa. Et nous devons chercher à le relever. C'est ça le problème. La mentalité congolaise est pourrie. Raison pour laquelle vous allez voir que quand Mouzé est arrivé au pouvoir, bien qu'il est arrivé par des moyens que nous ne pouvons pas applaudir aujourd'hui, mais il a usé du fouet pour redresser l'homme congolais. Or, le fouet sert à redresser un animal et non un humain. Mais Mouzé s'est servi du fouet pour redresser l'homme congolais. Et tu as vu ce qui s'était passé. Donc vous voulez maintenant plonger Tshisekedi dans la dictature, sans donner sur les traces de Mouzé. Je n'ai pas les prétentions de vous punir comme autant. Je n'ai pas les prétentions de dire ça. Vous avez soulevé la question de Djougou. Mais on n'a plus le temps. La question de Djougou en quelques 5 secondes. Ok, la question de Djougou. La milice Codeco, une très grande question. La milice Codeco, je dis maintenant, je regarde la caméra pour dire, la milice Codeco qui tue le Congolais est composée de fils de terroir. Ce n'est pas une milice importée. C'est une milice de fils de terroir. C'est pour maintenant dire. C'est pour. Voilà. Moi, je n'ai jamais contredit Mbosso. C'est pour maintenant dire. Au lieu de criailler par-ci, par-là, au lieu de gémir qu'on est en train de tuer, interpellons nos fils, nos frères, pour leur dire ce que vous faites, ce n'est pas bon. Il y a quelques jours, on venait d'arrêter 2 femmes en train d'apporter de l'aide aux miliciens et aux ADF. Mais leurs identités révélaient qu'elles étaient des Congolaises. Ce qui est insupportable. Nous avions suivi tous, c'était le jeudi, où le président de la CENI avait dévoilé la feuille de route pour les élections prochaines 2021-2027, où il a promis aussi, le 6 avril... Le 6 avril de cette année, oui, 2022, il y aura 13 provinces en litige électoral. Ils auront en tout cas leur gouverneur, vice-gouverneur. Parce qu'il y a les intérimaires qui ont plutôt du temps par rapport à ces provinces. Quelles sont vos appréciations, votre impression par rapport avec ça? On n'est pas oublié aussi que le président de la CENI, Kadima, il avait évoqué plusieurs contraintes pour la tenue de ces élections. Surtout les élections de décembre 2023, il y a des contraintes politico-sécuritaires, il y a des contraintes financières, il y a des contraintes d'ordre légal, et puis il y a des contraintes techniques, il y a des contraintes logistiques, contraintes sanitaires. Bon, on peut que citer cela sans pour autant entrer dans des détails. Dans toutes ces contraintes-là soulevées par M. le président de la CENI, M. Denis Kadima, ça prouve que les élections auront bel et bien lieu, à condition que les contraintes-là soient
levée. Élagué surtout, oui. Élagué. On a l'argent, on a la sécurité, Oui. on a tout pour que les élections aient lieu. Au cas contraire, on n'aura pas les élections. Cela montre. C'est bon. Cela montre que. Cela montre que c'est un chapelet de bonnes intentions. Ce que Kadima a présenté, c'est un chapelet de bonnes intentions. Donc, mais vous savez, en réalité, ça reste encore hypothétique, lorsque nous voyons le fait palpable, nous voyons le fait palpable, Oui. on n'aura pas les moyens d'organiser des élections d'ici 2023. Qu'est-ce qui va manquer? Il n'y aura pas l'argent. Pourquoi? Non, non, Patrick, c'est pas à vous de On poser la n'aura question. pas l'argent. Oui, Et ça montre déjà que, d'abord la crise financière est là, la crise sociale est là. Vous pensez que si l'État n'arrive pas à payer des fonctionnaires, à payer des enseignants, à payer des militaires, à payer toutes ces choses-là d'abord, toutes ces choses-là, il ne doit pas désorienter la ça population. montre que Non, arrêtez de dire Samuel, on n'a plus le temps, nous allons chuter. quand ils vont fournir l'argent à la CENI, d'abord d'organiser l'enrôlement des électeurs, d'abord les recensements publics, et puis l'enrôlement, et puis faire des élections. Y a-t-il pas rubrique élection dans le budget? C'est pourquoi je dis que c'est un chapelet de bonnes intentions que le président de la CENI a présenté aux yeux de tout le monde pour donner la responsabilité entre les pouvoirs. Pour donner la responsabilité des pouvoirs. Donc, les élections nous liées au cas où les conseils seront élagués. Au cas contraire, nous n'aurons pas les élections d'ici 2023. C'est clair. Le président de la CENI, quand il a dévoilé, c'était le jeudi, il avait dévoilé sa feuille de route par rapport aux élections de 2023-2027. Vous avez quelques minutes, sinon on n'a plus assez de temps, nous allons chuter. Il a aussi évoqué plusieurs contraintes qui pourront peut-être faire en sorte que les élections ne puissent pas se tenir si jamais ces contraintes trouvent les gains de cause. Allons-y, Jean-Moulin. Je dois dire quelques mots à mon co-débatteur. La feuille de route n'est pas un calendrier électoral. C'est ça que lui-même a dit? Non. Bien, ne dérangez pas, vous n'avez pas compris ça. Le président de la CENI. Vous n'avez pas compris ça. La régie va nous couper. Laisse l'ami continuer. Le président de la CENI a dit ceci. Il a présenté la feuille de route. La feuille de route présentait certaines élections qui devaient se faire dans notre pays. La présidentielle, les législatives. Ça d'ailleurs, ça sera déjà couplé. Ça sera couplé. Alors, c'est comme d'habitude. Il a soulevé. Il y a certaines contraintes qu'on devait surmonter. C'est ce que le président de la CENI a dit. Il y a contraintes techniques, financières, que sais-je encore. Moi, je pense que pour les gens de Lamouka, et ils croient que non, mais il a copié la langue de Lamouka. C'est de l'utopie. Mais qu'est-ce que je dirais aux amis que je dirais aux amis, continuez à dormir, il y aura bel et bien élection dans ces pays. Vous continuez à dormir pendant que la CENI travaille pour donner des vraies élections. Et je vous affirme qu'il y aura des vraies élections dans ces pays. Il y aura de vraies élections dans ces pays. Patrick Boulembo, là nous sommes en train déjà de chiter, placer un mot et puis on désannonce l'émission. Vous avez juste une minute. Merci beaucoup. J'aimerais dire à mon confrère à gauche. Il se nomme Samuel Mimbou, le patron du groupe explorateur international. Qui défend l'idéologie de la Mouka, je vais lui dire une chose. La bêtise que l'opposition ait commise en 2018 était celle de faire croire à la population qu'il n'y aurait pas des élections organisées par Kabila. Tshisekedi a remporté la présidentielle pour ne pas remporter le législatif et il en a payé cash. C'est la même bêtise que la Mouka est en train de... D'ailleurs, la Mouka n'existe plus parce que c'était une initiative de Tshisekedi. Aujourd'hui, Bemba est dans l'Union sacrée. On ne parle pas de la Mouka, nous parlons de la feuille de route de la CENI. Par rapport à la feuille de route... Par rapport à la feuille de route, ce n'est que normal. Pour un initié, il doit comprendre que c'est normal. Monsieur, qui ne peut jamais s'asseoir pour projeter ou encore faire des calculs par rapport à un projet qu'il doit réaliser, dire si en moi j'ai le sac de ciment en provenance de Silou par exemple, et que la route n'est pas coupée vers Matadi-Kibala, que c'est arrivé, si je le sable, si je l'eau, je peux construire dans 2-3 mois. Et que si cela c'est compliqué, je pourrais arrêter jusqu'à 4-6 mois.
qui ne le fait pas. C'est tout le monde qui le fait. Ce n'est que normal. Il a présenté des contraintes sécuritaires parce que par le simple fait qu'à l'est du pays, il y a de l'insécurité. Il a présenté des contraintes financières par le simple fait que nous sommes pendant la Covid où l'économie mondiale est aujourd'hui en descente aux enfers, rien ne va. Et il a présenté que non, ces contraintes peuvent être surmontées. On ne se limite pas là. Le Parlement congolais jusqu'aujourd'hui n'a jamais voté la loi électorale, à moins que je me trompe. Qu'est-ce que la CENI peut faire sans une loi électorale? Le Parlement quand on connaît de matière, quand on connaît faire leur rentrée au mois de mars, je crois, ça nous reste presque un mois, ils vont faire leur rentrée. Je crois qu'ils auront le temps de voter la loi électorale. En tout cas, mes chers frères, je suis désolé, j'avais beaucoup à dire. Souffrez. La télé, c'est le temps. Nous n'avons plus du temps. Derrière la réalisation, ils étaient très cléments envers nous. On nous a accordé 5 minutes pour autant qu'ils puissent nous le dire. Mais là, nous sommes obligés de désannoncer l'émission. Et vous étiez nombreux à nous suivre dans vos maisons. Vous aviez suivi votre magazine avec le pro. Avec le pro, c'est une émission qui passe sur BRT Africa chaque dimanche à 22h15 minutes. Et puis, nous passons en rediffusion lundi à 13h15 minutes. À ne pas oublier, nous sommes aussi à la télé, à la radio, vous devez dire, notre radio BRFM sur 98.6 chaque 22h10 minutes. Et puis la rediffusion lundi à 10h15 minutes, toujours à BRFM. Appelez-nous, vous qui nous suivez à la radio, si vous avez des contributions à donner à cette émission, joignez-nous sur 082 17 des fois 974. Il me reste plus qu'à remercier l'équipe technique qui ont travaillé avec nous. Il y avait Justin Bendel à la réalisation ainsi que Patrick Eboli derrière la caméra. Nous étions avec le coordonnateur Samuel Mimbo comme toujours et puis Papi Boignen. À ne pas oublier, c'est lui qui était à la régie. C'est à la régie, Justin? Oui, c'est Zoé Ngiaba qui nous avait aidé à la régie. Zoé ne s'en pas Jean-Louis, parce que j'ai cité le nom des autres sans pour autant aller à la réalisation pour demander. Nous sommes en direct, c'est normal. Ce sont les choses qui arrivent. Ils étaient avec nous, Jean Moleki du journal Les Fax, Samuel Mimbo du journal Explorateur International et puis Patrick Boulembo du journal L'Hémisphère. Soyez bénis, on se reverra à la prochaine numéro. Bye. Merci.